Bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e rencontre de ce cycle de cours que j'ai intitulé Analyse vectorielle et calcul d'intégrales multiples. Et bien aujourd'hui nous allons terminer le calcul d'intégrales curviligne ou le chapitre concernant les intégrales curviligne avec comme promis le théorème de Poincaré, tout au moins dans sa version faible. Alors sans plus tarder, théorème de Poincaré. Théorème de Poincaré. Allez, marquons-le, version faible. Alors, je vous rappelle, je l'avais évoqué, il y a le théorème de Poincaré donc, sous ces deux versions. La première que nous allons voir aujourd'hui concernant une forme différentielle fermée dans un ouvert étoilé. Et puis, il y a la version forte, la même, comment dirais-je, formulation, mais dans des ouverts simplement connexes, c'est-à-dire des ouverts sans trou. Et dans ces ouverts sans trou, il y a le cas particulier de ces ouverts étoilés. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Soit grand U dans R2, un ouvert étoilé. Je vous rassure tout de suite, on va en rappeler tout de suite la définition. Soit grand U, un ouvert étoilé, tout simplement, alors, toute une forme différentielle. Toute une forme différentielle de classe C1 est fermée est exact. Ni plus, ni moins. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu que toute forme différentielle exacte est nécessairement fermée, mais la réciproque nécessitait une géométrie qui permette justement d'obtenir cette réciproque. C'est le propre des ouverts étoilés ou des ouverts simplement connexes. Encore une fois, c'est la version forte. Alors, la preuve. Comme d'habitude, je vais tâcher tant que faire se peut, de motiver la construction de cette démonstration, parce que certains d'entre vous se poseraient la question qui est la bonne, finalement, encore une fois, de comprendre la démonstration. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez y arriver, quelques grincements de dents par-ci, par-là, peut-être, et peut-être même pas. Mais ce n'est pas le problème. Vous n'êtes pas là pour comprendre, je le répète, de temps en temps, vous êtes là pour trouver. Autrement dit, comment viennent les idées pour que? Pour que quoi? Pour que, ayant un ouvert étoilé, eh bien, on est capable de montrer qu'une forme différentielle fermée est exacte. Alors, construction. Donc, brainstorming, mais en même temps, un brainstorming structuré pour la démonstration. On voudrait démontrer qu'il existe f de classe C1 tel que oméga égale df. C'est bien ça. Oméga égale df, ça veut bien dire que la forme oméga est exacte. Alors, cette écriture-là, vous la connaissez, c'est clair. Soit oméga, on va l'écrire comme une forme, donc P de xy dx plus Q de xy dy. Et on sait que P et Q, puisque la forme différentielle de classe C1, ça veut dire que P et Q ont des dérivées partielles premières continues dans l'ouvert grand U. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire étoilé, on y vient dans un instant. Eh bien, on veut l'écrire quelque part. Df sur dx au point xy dx plus df sur dy au point xy dy. Je dis bien, c'est un point d'interrogation. C'est bien ça, puisque si on a une fonction f de classe C1, sa différentielle, c'est ni plus ni moins que cette combinaison linéaire de dérivées partielles, ou combinaison linéaire pour le dire à l'envers de dx et de dy, via la pondération par les dérivées partielles premières. C'est bien cela que l'on souhaite établir. Eh bien, ça c'est une première lecture, une première écriture de l'objectif qui est ni plus ni moins ici. On est bien d'accord. Mais cet objectif, il faut le relire autrement par rapport à votre, j'ai envie de dire, expérience, par rapport à votre connaissance. Oméga égale df.
hein, c'est bien ce que l'on cherche. Ça, quelque part, alors l'équivalence, elle est non rigoureuse, elle est constructive, c'est équivalent dans votre esprit. Ça ne peut pas être autrement, c'est ça que je veux dire, que f, c'est une primitive, c'est une intégrale de oméga. Grosso merdo, c'est bien ça que vous savez. En tout cas, dans le cadre des fonctions, vous le savez très bien. Si une fonction est la dérivée ou la différentielle d'une autre, ça veut dire que l'une est la primitive de l'autre, quoi. Enfin, vous le savez. Donc, f est une intégrale d'oméga. Mais une intégrale d'oméga, c'est une intégrale d'une forme différentielle. Donc, une intégrale d'une forme différentielle, il faut un chemin, il faut une courbe. Donc, on va dire que quel que soit xy appartenant à u, on voudrait écrire f en xy comme l'intégrale sur oméga d'une courbe qui va dépendre de ce xy. Alors, oméga dépend de xy, oui mais non, parce que c'est x de t, y de t, dans un chemin, je fais un ouvert U plus ou moins régulier, je me prends ici un point M de coordonnées xy, et par rapport à ce point, je voudrais construire une courbe gamma de xy qui fasse sens. Eh bien, c'est là que la notion d'ouvert étoilé va être complètement déterminante pour justement aboutir à nos objectifs. Autrement dit, j'ai besoin de construire une courbe. Prenons un point ici de coordonnées, alors je ne vais peut-être pas le prendre à la verticale, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe, vous auriez bien raison. Je vais prendre un point A de coordonnées AB. Et comme l'ouvert, comment dirais-je, grand U est un ouvert étoilé, on va supposer qu'il est étoilé par rapport à un point A que je matérialise ici, de coordonnées AB, ce qui veut dire que tout le segment, c'est ça la définition, rappelez-vous, tout point ici, quelconque, on peut l'appeler N, si vous voulez, tout point N du segment A grand M reste dans l'ouvert. Donc si grand U est un ouvert étoilé relativement au point A, parce que sinon c'est pas un ouvert étoilé, il existe au moins un point, appelons-le grand A, tel que cet ouvert soit étalé relativement à ce point. Il y en a peut-être d'autres points, mais enfin on en fixe au moins un. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je me fixe un autre point M de XY, parce que quelque part cette relation de primitive entre guillemets, que vous connaissez, qui est naturelle à écrire, se traduit ici avec une problématique d'intégrale curviligne, et donc qui dit intégrale curviligne dit un chemin. Donc je veux écrire que f s'écrive comme l'intégrale curviligne de cette une forme différentielle. Oui, mais f, belote, rebelote, je l'ai dit déjà dans plein de cours, une fonction n'est connue que par sa valeur en un point. Donc f va être connu en un point xy, quelconque de cet ouvert étoilé grand U. Donc j'ai f de xy. Oméga ici va être une forme intégrée le long du chemin. Donc il faut que dans la forme, grâce au chemin, grâce à l'intégration entre la forme et le chemin, il faut que j'ai une dépendance en xy. Très bien. D'où le point M de coordonnées xy que je considère dans l'ouvert grand U. Et si l'ouvert est un ouvert étoilé, alors ça veut dire que le segment AM reste intérieur à l'ouvert grand U. Voyons voir maintenant ce que cela veut dire de manière plus précise en termes d'intégrale curviligne. Donc en termes d'intégrale curviligne, on va construire la courbe qu'on va appeler gamma indice XY, je vais appeler gamma de XY, on pourrait le dire comme ça, c'est pareil. Alors, c'est une courbe du plan, donc ça va de l'intervalle 0,1 à valeur 1 point de l'ouvert, ça c'est clair. À un paramètre t, eh bien on va associer le couple. Alors, donc cette courbe, c'est par rapport au point n. Le point n générique qui se trouve sur le segment, c'est le point de coordonnées, alors on l'a déjà fait 2500 fois, a plus t moins a plus t x moins a plus t x moins a, b plus t y moins b. Rappelez-vous, alors pourquoi cette écriture? Parce que si vous prenez le point n de composantes de coordonnées a plus t x moins a et b plus t
y moins b. Hein, si vous ne les voyez pas clair par rapport à ce qu'on a déjà fait ensemble lorsque j'ai introduit les ouverts étoilés, eh bien ça s'écrit, c'est même pas équivalent, c'est que ça s'écrit comment? Eh bien vous voyez que ça s'écrit tx plus 1 moins t a, et ça s'écrit ni plus ni moins ty plus 1 moins t b. ty plus 1 moins tb. Donc ça veut dire que n appartient au segment, eh bien, vous pouvez l'appeler, c'est dans un sens ou dans l'autre. Ici, c'est par exemple le point, le segment A grand M. Parce que dire qu'un point appartient à ce segment-là, ça veut dire que justement, du point de vue ponctuel, on va dire que n s'écrit TA plus 1 moins t m, ou, écriture équivalente, t' m plus 1 moins t', si vous voulez, grand A. C'est exactement pareil, il s'agit d'écrire que le point N est une combinaison barycentrique avec t et ou t', compris entre 0 et 1, pondérant d'une certaine manière pour vous trouver entre grand A et grand M sur le segment, voilà le point grand N. Alors ces rappels étant faits, vous avez vraiment de quoi vous retrouver sur cette écriture de ce point générique du segment A grand N. Alors qu'est-ce que l'on va faire avec cela maintenant? Qu'est-ce que l'on va faire avec cela maintenant? Eh bien, on va écrire ni plus ni moins que f de xy, je vais l'écrire comme l'intégrale sur cette courbe gamma de xy de la une forme différentielle oméga, mais cette fois-ci, je vais écrire sa définition. Alors je vous rappelle aussi, puisqu'on en est là, que puisque ici le point courant c'est grand N, puisque j'ai consacré grand M comme le point quelconque qui me permet d'écrire la dépendance entre l'intégrale curviligne d'oméga par rapport à ce point grand M de coordonnées xy. Donc ici, le point générique de notre courbe, de ce segment, c'est grand N. Alors attention, parce que dans la définition générale, générique, que je vous avais donnée pour l'intégrale curviligne, le point générique s'appelait grand M. Bon, ce qui veut dire que si grand N est défini de cette manière-là, c'est N, on peut même rajouter, vous savez quoi, N de T, ça va vous rappeler des choses par rapport à nos notations. Alors, on a de facto, pour l'intégration, on a de facto, on pourrait même rajouter ici N de T, eh bien on a besoin de N' de T. Vecteur, mais qui est, comment dirais-je, le vecteur dont les composantes, pour la énième fois, bâti, construit, dont les composantes ne sont ni plus ni moins que la dérivée des coordonnées de ce point N de T. Rappelez-vous. Hein, encore une fois, on assimile et on note de manière équivalente le point de coordonnées et les composantes du vecteur ayant pour origine l'origine et comme extrémité finale le point en question. Donc ça, c'est de la géométrie élémentaire. Pour autant, eh bien, si je regarde ici la définition de N de T, quand je vais dériver par rapport à T, je vais avoir x moins A pour la première composante et y moins B pour la deuxième. Ce qui me permet d'écrire, alors ça je peux l'effacer maintenant, ce qui me permet d'écrire pour avoir plus de confort d'écriture. Maintenant je vais écrire que le f de xy, que je vais définir comme cette intégrale sur ce chemin particulier, chemin proposé, suggéré par la nature topologique de l'ouvert, qui est un ouvert étoilé, de oméga, eh bien je vais écrire que c'est l'intégrale de 0 à 1, rappelez-vous, regardez ce que nous avons fait, de P au point XY qui est sur la courbe, c'est-à-dire cela. Alors, il faut l'écrire, P de A plus T, X moins A, B plus T, Y moins B, et ça, fois la première composante du vecteur tangent N' de T, c'est-à-dire fois X moins A. Plus Q au même point, eh bien allons-y, copier-coller, plus T, X moins A, B, plus T, Y moins B, voilà,
fois deuxième composante du vecteur tangent y moins b. Et tout ça, maintenant que c'est paramétré de manière spécifique sur notre courbe, que je suis en train d'effacer du point de vue schématique, géométrique, eh bien tout ça, c'est multiplié par dt. C'est la définition, ni plus ni moins, de l'intégrale curviligne que j'avais vu avec vous en son temps. Si vous regardez bien le terme tout intégré, qui est bien costaud, a priori, pour autant, il est d'une constitution extrêmement agréable dans sa dépendance vis-à-vis de x, y et t. Alors, premier constat, écoutez, hormis p et q, les composantes sont des fonctions affines, on va dire, ou linéaires, non mais affines, de t et de x, regardez ici, de t et ou de x, ça dépend de qui et quoi, d'accord? Si je regarde la dépense par rapport à x, c'est une fonction affine en x. Mais si je regarde par rapport à t, c'est une fonction affine en t. Même cause, mêmes effets pour la deuxième composante, affine en y et ou en t. Terminé. Pour les deux arguments sur lesquels p agit et comme la deuxième composante de une forme, la fonction q. Première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une pondération ici qui se fait avec x moins a, qui est une vaste plaisanterie au niveau de la régularité, c'est-à-dire c'est archi-régulier. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que la fonction qui est ici intégrée, si je l'appelle grand F de t, x et y, eh bien ça veut dire que cette histoire-là, c'est ni plus ni moins l'intégrale de 0 à 1 de grand F de t, x, y, dt. Voilà. Quel est l'intérêt? Eh bien, à partir du moment où j'ai constaté que dans les arguments de P et Q, la dépendance était d'une régularité monumentale, la pondération de P et Q sont des fonctions affines en X et en Y. Et P et Q sont des fonctions de classe C1. Donc, en fait, la régularité des arguments n'est pas détériorée ni par P ni par Q. Autrement dit, cette fonction grand F de T et de X et de Y, par rapport à T, par rapport à x et par rapport à y, je peux dire deux choses immédiatement. La première, c'est par rapport à chacune de ces variables, grand F est continu. Je l'écris. Grand F est continu par rapport à t, je vais l'écrire comme ça, hein, par rapport à t, x et y. C'est-à-dire une continuité, pas par rapport au triplet. Ça, c'est pour... on pourrait y arriver aussi, mais de manière isolée. Dans la dépendance, x et y sont fixés par rapport à t. T et y sont fixés par rapport à x. Et la même chose pour y. Et puis, ça c'est la première chose. Et du fait de la régularité de grand P et de grand Q, d rond f sur d rond x, qui est une fonction aussi de t, x et y, est aussi continue par rapport à t, x et y. Et puis, comme on le dirait, pendant qu'on y est, de même pour d rond f sur d rond y. Alors, pourquoi je fais tout ça? Vous avez compris, si je veux montrer que oméga c'est df, il me faut démontrer que df sur dx, c'est grand P de xy. Et montrer que df sur dy, c'est ni plus ni moins que q au point xy. Donc, je vais avoir besoin, dans cette écriture-là, qui prend toute la place du tableau, mais et pour cause, je vais avoir besoin de dériver cette équation-là par rapport à x, puis par rapport à y. Mais dériver par rapport à x, ça veut dire dériver cette intégrale, et j'ai envie de permuter la dérivation et l'intégration. C'est-à-dire rentrer ici, vous voyez, avec cette écriture ramassée, échanger, permuter, comme je viens de le dire, la dérivation et l'intégration. Et pour cela, je vous renvoie à un autre site de cours que j'ai ouvert, que certains d'entre vous suivent sans aucun doute, je le sais, intégrale dépendante d'un paramètre, et nous avons vu les conditions de pression et de température suffisantes qui permettent de procéder à cet échange-là. Mais nous y sommes. Il nous faut que la fonction grand F soit continue par rapport à chacune de ces variables. C'est le cas. Il nous faut que la dérivée partielle en x, puis par rapport à y, de la fonction obtenue, que je n'ai pas encore calculée, on va faire le calcul de df sur dx, c'est aussi une fonction qui est
continue par rapport à chacune de ces variables. Mais oui, mais avant de faire le calcul, vu que l'expression de grand F qui est ici, et vu la régularité de P et Q, je peux tout de suite l'affirmer. On va le faire parce qu'on va avoir besoin de ce calcul. Mais on le sait, ça marche, ça va marcher, puisque les arguments de P et Q sont archi-réguliers, et P et Q sont C1, rappelez-vous. Donc forcément, la dérivée de ce terme, de cette intégrande, par rapport à x et ou par rapport à y, seront continues. C'est ce que j'ai écrit ici, dans la ligne d'en bas. Alors, si vous allez voir le théorème de dérivation d'une intégrale dépendant d'un paramètre, c'est-à-dire ici ramassé sous le nom de grand F, eh bien, on a besoin de ces propriétés que je viens de lister, et on a aussi besoin que grand F, comme df sur dx, soient des fonctions bornées pour tout x, pour tout y et pour tout t, ce qui est notre cas ici, comme on va le voir. On a donc grand F de t, de x et de y, je vais l'écrire, c'est P donc de A plus T, x moins A, B plus T, y moins B, fois x moins A, plus Q, la même chose, A plus T, x moins A, B plus T, y moins B, fois y moins B. Alors, comment calcule-t-on des ronds f sur des ronds x? Alors, attention. Attention. Ici, il y a un produit par rapport à x, donc il faut dériver, on va dire, x moins a, donc ça fait 1 fois p en a plus t x moins a, b plus t y moins b. Ça, tout le monde pourrait trouver. Maintenant, attention, je dois dériver par rapport à x, cette fonction de deux variables, grand P, où petit x, c'est pas le nom de la variable de la première composante. C'est le paramètre qui se trouve ici dans la première composante, d'ailleurs qui pourra intervenir aussi dans la deuxième. Donc rappelez-vous, on avait fait qu'on avait P de f de x de t, y de t, vous vous rappelez de ça, et je vous avais montré comment on dérivait cette fonction de t, sachant qu'elle est bâtie à partir d'une fonction à deux variables, petit f. Je répète, rappelez-vous, on avait f de x, y, mais x et y dépendaient de t, et cette fonction de t, c'est-à-dire f de x de t, y de t, je vous avais démontré la formule qui permettait de dériver cette fonction de t. Même cause, mêmes effets, on change les lettres, c'est tout. On dérive cette fonction à deux variables grand P, dans ce produit, par rapport à petit x. Alors attention, et c'est là qu'il y a une subtilité d'écriture. La première, comment dirais-je, la première variable de grand P dépend de ce petit x. La deuxième ne dépend pas. Donc, si vous allez voir la formule que j'avais établie à l'époque, il faudrait écrire maintenant x moins a, parce que c'est le dérivé d'un produit, et puis il y aurait fois d rond P sur ce qu'on appelle d rond P sur d rond x. Mais d rond P sur d rond x, c'est pas ce x-là, c'est une notation pour dire qu'on dérive partiellement grand P par rapport à sa première variable. Appelez-le U si vous voulez, ça ne changera rien. Donc là quand je mets d rond P sur d rond x, c'est pas le même x. C'est pour ça que je précise cette histoire-là. Il faut, rappelez-vous, dans la dérivation de cette fonction f de x de t, y de t, il faut faire un d rond f sur d rond x, x' de t, plus d rond f sur d rond y, y' de t. Qu'est-ce que ça veut dire d rond f sur d rond x sur d rond f sur d rond y? C'est la dérivée partielle de cette fonction à deux variables par rapport à la première variable. La première variable ici, si vous voulez appeler la u, mais génériquement, de manière générique, pardon, on écrit d rond P sur d rond x, ce qui veut dire la dérivée partielle de cette fonction à deux variables par rapport à sa première variable. Je pense que les choses sont claires. Ou sinon, appelez-le u, appelez ça u si vous voulez. Appelez, pardon, ici, ça revient au même, appelez ça u et appelez ça v, et ça ne changera rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je laisse d rond P sur d rond x après cette explication, d'accord? Et donc, on est à quel point? On est au point A plus t x moins a, B plus t y moins b. Alors ça, il faut multiplier, rappelez-vous avec la formule de l'époque, il faut exprimer de t. Donc ici, il faut la dérivée de ce premier argument par rapport à x, puisqu'on dérive par rapport à x, comme le t de l'époque. Donc, dérivé par rapport à x, c'est multiplié par t. Il faudrait normalement faire la même chose avec la deuxième composante, d rond P sur d rond, alors la deuxième composante de manière générique, on la note y,
Ce n'est toujours pas ce y qui est là, appelez-le v si vous voulez, de nouveau, mais on a l'habitude de conserver x et y pour dire première composante, deuxième composante, ni plus ni moins. Et il faudrait écrire au même point fois la dérivée du deuxième argument par rapport à x. Il n'y a pas de x, donc c'est fois 0. Ça, c'est la première chose, la deuxième chose. Donc, vous voyez qu'il ne reste que cette quantité-là. Et puis, il reste ce qu'on vient de faire pour le premier morceau, on va le faire pour le deuxième. Sauf que là, il n'y a pas de dérivée d'un produit, puisque c'est plus y moins b fois la dérivée de q par rapport à x, toujours au point a plus tx moins a, b plus ty moins b, t plus ty moins b. Alors, attention, ty moins b. Alors, si je dérive par rapport à x, d'accord, et que maintenant, je dois multiplier par la dérivée du premier argument, le petit u, qui est encore là d'ailleurs, c'est la même chose pour q, vis-à-vis de x, donc c'est encore fois t. Et puis ce que j'ai dit ici, pour le deuxième argument qui ne dépend toujours pas de x, on va écrire, si vous voulez, plus d rond q sur d rond y au point multiplié par 0. Puisque le deuxième argument ne dépend pas de x, qui est notre variable de dérivation. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien, on fait le ménage. On obtient que df sur dx au point tx y. Alors, ça, c'est le point n. Rappelez-vous que j'ai n de t. Eh bien, on va écrire tout simplement p en n de t. Ça va nous simplifier l'écriture. Plus, eh bien, alors il y a un t ici qui se met en facteur. Facteur de quoi? Facteur de x moins a dp sur dx en n de t. Plus, la même chose ici, il y a un t qui se met en facteur, je l'ai mis là, fois y moins b, dq sur dx au point n de t. Voilà. Rappelez-vous que dans nos histoires, a et b sont les coordonnées du point grand A, fixé. Petit x, petit y sont les coordonnées du point grand M, de coordonnées xy. Voilà. Et donc, en de t est le point courant sur le segment, hein, toujours avoir en tête, grand A, n de t, grand M. Alors, il y a plusieurs remarques à faire. Or, il faut utiliser à un moment donné que notre forme différentielle est fermée. Or, oméga est fermé. Ça veut dire que dp sur dy, c'est dq sur dx. Le dq sur dx, je peux le remplacer par dp sur dy. Ça veut dire que df sur dx en xy t, d'ailleurs qui sont maintenant en n de t, puisque j'ai vraiment spécifié qu'on n'était pas dans n'importe quel point du plan, mais on est sur le segment AM, alors je peux l'écrire au point n de t si vous voulez. Eh bien, c'est ni plus ni moins p de n de t plus t fois x moins a dp sur dx en n de t. Et puis donc là maintenant je récupère encore un dp sur dy par la fermeture de la forme, y moins b dp sur dy en n de t. Alors ça c'est grâce à la fermeture de la forme différentielle que l'on considère dans le théorème du point carré. Alors on sort presque le train d'atterrissage, parce que si vous posez par exemple phi de t, vous posez que c'est la fonction p de n de t. Eh bien, c'est-à-dire p de, que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, n de t, vous connaissez, a, p de a plus tx moins a, b plus ty moins b. Eh bien, que vaut phi' de t, qui existe pour les raisons que j'ai déjà dit 10 fois, enfin ou plus que ça. P et C1 et les arguments sont archi-réguliers, donc la dérivée de phi existe. Eh bien, il faut dériver par rapport à t
Attention, c'est ça, ce jeu entre la dérivée en x, la dérivée en y et la dérivée par rapport à t, souvent de la même expression, comme vous avez compris, ou avec aussi q. Eh bien, là, on est totalement dans le cadre du théorème que j'ai rappelé, qu'on a démontré. Rappelez-vous qu'il y a t associe f de x de t, y de t. Donc, c'est df sur dx, x' de t, plus df sur dy, y' de t. Sauf que ici, f, c'est p, on change de nom, et t, c'est toujours t. Et regardez comment le x' de t est très simple, et le y' de t est très simple, puisqu'on connaît x de t, y de t, l'équivalent du x de t, y de t du cours. Eh bien, allons-y, c'est dp sur dx en ce point, donc en n de t, fois la dérivée par rapport à t de l'expression de la première composante. Et bien, quand je dérive par rapport à t, il me reste x moins a. Plus dp sur dy en n de t, fois la dérivée de la deuxième composante par rapport à t, y moins b. Autrement dit, vous voyez que la dérivée de phi, c'est ni plus ni moins tout ce qui se trouve ici dans le crochet. On sort le train d'atterrissage, nous y sommes quasiment. Alors, je vais laisser grand F de t, mais je vais effacer ce qui se passe en dessous et réécrire à l'aide de cette fonction phi, finalement, df sur dt, df sur dx. On a donc df sur dx au point n de t, si vous voulez. La même chose ici, hein, mais bon, j'avais commencé par écrire t, x, y. Eh bien, c'est quoi? C'est p de n de t. Oui, mais p de n de t, c'est phi de t. Plus t fois ce crochet. Mais ce crochet, je viens de le démontrer, c'est phi' de t. Plus t, phi' de t. Alors, phi de t plus t, phi' de t, ça c'est t, phi de t, le tout prime, évidemment en t. Certains écriraient t phi'. C'est t phi' en t. Vous dérivez le produit t phi', ça fait phi plus t phi'. Phi plus t phi'. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que c'est là qu'on sort le train d'atterrissage. J'ai rappelé tout à l'heure que grand F, et vous voyez que df sur dx, que je suis en train d'effacer, évidemment, sont des fonctions continues respectivement par rapport à leurs variables t, x et y. Hein, puisque ça, c'est ni plus ni moins, réécrivons-le, t, p de n de t, p de n de t, p de n de t, prime en t. Donc, comme fonction de t, c'est une fonction archi-continue, et t dans 0, 1, rappelez-vous. Donc, df sur dx est borné, si vous voulez, sur gamma de xy, en quelque sorte. C'est ça qu'on est en train d'écrire, puisque c'est df sur dx au point n de t. Et il en est de même, pour, j'ai envie de dire, grand F sur gamma de xy de nouveau. Alors il en est de même pour f sur la courbe, parce que finalement, hein, si vous prenez u et que vous prenez notre point grand A de composante de coordonnées petit a petit b, le point grand M de coordonnées x, y, et donc le segment pour deux points de coordonnées fixées grand A et grand M. Grand A, c'est la caractéristique de l'ouvert étoilé. Grand M, c'est un point quelconque du plan. Eh bien, le point grand N ici, dont vous voyez les composantes, les coordonnées qu'on a écrites dès le début de notre démonstration, sont des valeurs qui, par rapport à t, pour x, y fixés et petit a petit b, eh bien, ce sont des points à distance finie. Autrement dit, ici, vous avez des fonctions archi-régulières à distance finie, donc elles sont bornées. Et comme p ne détériore pas comme q par leur régularité, grand F comme df sur dx sont bornées. Et donc, on est en mesure d'utiliser le théorème de la dérivation d'une intégrale dépendante d'un paramètre, puisqu'on a maintenant
que df sur dx en xy, c'est d sur dx de l'intégrale de 0 à 1 de ce grand f que j'ai appelé tout à l'heure, tout le morceau ici qui est écrit, qui caractérise le fait que vous prenez une forme différentielle au point du segment à grand M. Et bien donc c'est grand f de t, je l'ai écrit xy, il faudrait être encore plus spécifique, x de t, y de t, dt. C'est d'ailleurs, on pourrait aussi le réécrire d sur dx de l'intégrale de 0 à 1 de grand f de ce que j'ai noté finalement n de t n de t si vous voulez, enfin on pourrait écrire une seule, il suffirait d'écrire f de n de t dt pour simplifier l'écriture. Et donc cette dérivation de l'intégrale, je répète, grand f, df sur dx sont bornés, grand f, df sur dx sont continus respectivement par rapport à chacune de leurs variables t, x et y. Le théorème de dérivation Soule-Simpson qu'on a vu dans l'autre cycle de cours nous permet d'écrire eh bien que quel que soit xy dans cet ouvert étoilé, df sur dx en xy, eh bien je rentre la dérivation, je permute la dérivation dans l'intégrale, avec l'intégrale. Et ça, ben regardez, hein, c'est extrêmement sympathique. C'est grâce au fait que la forme est fermée qu'on a pu tout rassembler sous la dimension d'une seule fonction pondérée par la variable qui est dérivée. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de t phi prime de t dt. Oui, mais ça s'intègre à vue puisque c'est la primitive d'une dérivée. Donc c'est t phi de t entre 0 et 1. Oui, mais en 0, poubelle. En 0, poubelle, parce que quand t vaut 0, ah oui, tiens, je vais le préciser, tiens. Alors, il nous vient que df sur dx en xy. Alors, je dis que c'est une fois phi de 1. Parce que vous allez me dire que t en 0, enfin, ça fait 0, donc ça fait 0. Attention, parce que phi de 0 est fini. Il faudrait écrire phi de 1 moins 0 fois phi de 0. Mais qu'est-ce que c'est que phi de 0? Je vous rappelle que phi de t, c'est p de n de t. C'est comme ça que je l'ai défini. Or, p de n de t, quand t vaut 0, ça implique que phi de 0, hein, je l'écris ici, c'est p de n de 0. N de 0, voilà encore écrit le point n, ici. Quand t vaut 0, vous allez être en petit a et en petit b. Donc, c'est p de grand A, tout simplement. Et donc, vous êtes, puisque P est continu, et c'est même C1 sur l'ouvert, au point grand A en particulier. Donc, c'est une valeur P de grand A est finie, ce qui veut dire que phi de 0 est bien fini, et donc 0 fois quelque chose de fini, ça fait bien 0, il reste bien que phi de 1. Et c'est pour les mêmes raisons, phi de 1, eh bien, c'est par définition P de n de 1. Et vous imaginez bien que si pour n de 0, vous êtes en grand A, eh bien pour n de 1, vous êtes à l'autre extrémité, on va pouvoir le vérifier, c'est-à-dire vous êtes en P de grand M. Quand t vaut 1, eh bien vous avez A plus X moins A, ça fait X. P de X. Et quand t vaut 1, vous avez B plus Y moins B, Y. Donc on a bien démontré que df sur dx en xy, c'est P de xy. Évidemment, vous faites la même construction. Vous allez dériver partiellement par rapport à y. L'autorisation de permuter est argumentée de la même manière, par le même théorème de dérivation Soule-Simpson. Et donc, vous allez démontrer que df sur dy, c'est q au point xy. Et donc, vous aurez démontré que gradient de f, en quelque sorte, eh bien, c'est le vecteur de composantes p et q, ou de manière complètement identique, que la différentielle de petit f, eh bien, c'est une forme différentielle oméga, autrement dit, oméga est exact. Donc, on a démontré, on a donc, eh bien, df sur dx en xy,
c'est P de XY. Et on a DF sur DY. Hein. Excellent exercice à faire de votre côté. Eh bien, vous allez montrer que c'est Q de XY. Ce qui veut bien dire qu'il existe une fonction f, manifestement, dont les dérivées partielles valent P et Q qui est C1, donc f est même C2, mais f est au moins C1 de U, tel que, eh bien, df, eh bien, c'est ni plus ni moins oméga, et donc oméga exact. Voilà. Voilà donc la démonstration du théorème de Poincaré dans sa version faible. Il faut enrichir cette démonstration dans le cas des ouverts simplement connexes. C'est une autre histoire. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ce préalable, à savoir déjà de cette construction dans le cadre d'un ouvert étoilé. C'est ce que nous venons de terminer. Alors, dernière chose, un exemple d'application de ce calcul, l'intégrale curviligne, dans un cas particulièrement simple. Alors, on va considérer grand I, l'intégrale curviligne le long d'un contour qu'on va définir tout de suite, de la forme différentielle xy dx plus y moins x dy. Et en fait, on va le calculer dans 3 cas de figure. Premier cas de figure, eh bien, C va être défini par y égale x entre O et le point A de coordonnées 1, 1. Le deuxième cas de figure, ça va être la courbe C qui va être avec la parabole x2 dans ce même cadre, c'est-à-dire, regardons bien, voilà l'origine, voilà le point grand A de coordonnées 1, 1. Et donc, la première courbe, ça va être, le premier cas, ça va être celui-là. Le deuxième cas, c'est sur y égale x2, ça va être celui-là. Et puis le troisième cas, eh bien, écoutez, on va faire par morceaux. Et on va calculer, alors on va l'appeler C, le point ici. On va l'appeler C. On va l'appeler C. Et on va aller jusqu'au point A en passant par le point C. Voilà un exemple d'application qui vous permet de fixer une fois pour toutes nos affaires. Alors, allons-y. Hein, premier cas, donc, et troisième cas, donc je vous l'ai dit, hein, troisième cas, on le verra tout à l'heure, je l'écrirai de manière plus explicite. Alors, premier cas. Y égale X, ça veut dire que quel que soit M appartenant à OA, qui est un segment, eh bien, on peut écrire M de T comme T et T pour T appartenant à 0, 1. C'est assez banal, je vous le reconnais, je vous l'accorde. Et donc, vous avez M' de T qui vaut ni plus ni moins 1, 1. Bon, on n'est pas étonné que le vecteur tangente à la première bisectrice soit un vecteur de composante 1, 1. On le retrouve évidemment. Et donc, on n'a que l'intégrale, alors on va l'appeler sur C1 si vous voulez. On va dire C1 et puis ici C2. Eh bien, de oméga. De oméga qui est la une forme, hein, je vais l'écrire ici pour que vous n'ayez pas de doute. C'est quoi? Eh bien, c'est l'intégrale de 0 à 1, donc de P au point M de T, c'est-à-dire T au carré, puisque X vaut Y vaut T, fois la première composante du vecteur tangent, fois 1, c'est ici qu'il faut lire, plus la deuxième composante de la une forme, c'est-à-dire y moins x, mais y et x, on va l'écrire, hein, c'est t moins t, fois la deuxième composante du vecteur tangent, m' dt. Vous voyez qu'il n'y a rien de méchant à cela, ça fait, donc ça fait 0.
ça fait T2, ça fait T3 sur 3. À prendre entre 0 et 1, ça fait 1 tiers. Contrôle, 0, T2, primitif, T3 sur 3, entre 0 et 1, en 0 poubelle, en 1, 1 tiers. Alors, voyons voir maintenant là, le deuxième calcul. Donc, on va procéder de la même manière, mais on va spécifier maintenant qu'on est sur C2. Donc, deuxièmement, donc sur C2, eh bien, Y égale X2. Ça veut dire qu'un point M de T s'écrit T au carré, avec T qui appartient à 0, 1. Donc, ça veut dire que M' de T, eh bien, vous dérivez composante par composante, c'est 1 et 2t. Belote, rebelote, on ajuste maintenant. I vaut quoi sur C2? C'est l'intégrale de 0 à 1. Alors, x fois y. X fois y, c'est t3. Hein, je ne vais pas le décomposer en t fois t2, mais bon, ça va. T3, vous voyez, fois la première composante de M', fois 1. Et puis plus y qui vaut t2, moins x qui vaut t, fois la deuxième composante du vecteur tangent. Et lecture, écriture, hein. Et c'est tout, fois dt. Alors un peu de cosmétique, un peu de rimel ou de mascara, hein, mesdemoiselles, c'est le moment de sortir le matériel. Donc on sort le matériel, ça fait... Après épuration, donc il y a un T2 fois 2T, ça fait 2T3, 3T3. Et puis il y a un moins 2T2. Un moins 2T2 dt. Bon, primitif T4 sur 4, entre 0 et 1, c'est 1 quart, donc ça fait 3 quarts. Et puis T2 sur 2, eh ben, ça fait T3 sur 3, ça fait donc moins 2 tiers. Hein? Primitif de T2, T3 sur 3. T3 en 1, 1. T3 en 0, poubelle. Donc, il me reste 2 tiers. Donc là, ça me fait en 12e. En 12e, il y en a 9 moins 8, 1 12e. Donc, en fait, sur deux chemins différents, l'intégrale curviligne ne donne pas le même résultat. Puisque l'intégrale curviligne de cette une forme dépend du chemin suivi, on va faire le troisième chemin, mais enfin, ça ne nous apportera rien de plus par rapport à cette première conclusion. Sur deux chemins, la même une forme donne deux résultats d'intégrale curviligne différentes. Autrement dit, la une forme différentielle n'est pas exacte, c'est-à-dire qu'elle n'est donc pas fermée. On va le vérifier après. Et ça veut dire d'une autre manière que si on prend le vecteur dont les composantes sont associées à la une forme différentielle, ben le champ de vecteur associé n'est pas un champ de gradient. Voilà, tout ça c'est pour faire une synthèse de ce que nous avons vu. Dernier chemin, si vous voulez, le chemin jaune, allez-y. Eh bien commencez, hein, j'efface. Troisième chemin. Alors troisième chemin, intégrale donc I qui va être l'intégrale sur C3 de oméga. Alors c'est l'intégrale sur OC de oméga plus l'intégrale de C à A de la même forme oméga. Donc on va faire en deux temps. Sur OC, alors sur OC, on va écrire très rapidement les choses. Sur OC, X s'appelle T et Y est à 0, avec T entre 0 et 1. Ce qui veut dire que M' de T, c'est 1, 0. Vous n'êtes pas étonné que le vecteur tangente à cette courbe horizontale soit le vecteur de composante 1, 0. Tout va bien, ça reste bien cohérent. Donc on a l'intégrale sur OC de oméga. Alors, c'est x fois y. X fois y, 0. Hein? Je vais, si vous voulez l'écrire, hein, c'est t fois 0, comme ça vous garderez les traces, fois la première composante, fois 1. D'accord? Ça, c'est x fois y fois la première composante de M' de t, plus y moins x, 0 moins t,
fois la deuxième composante du vecteur M', fois 0. Alors vous voyez ce qui se passe. dt, ça fait 0. 0 ici, 0 là, l'affaire est entendue. Il ne nous reste plus qu'à calculer maintenant. Donc cette intégrale est nulle. On vient de le démontrer. On va terminer tranquillement sur le segment vertical. Mais quel que soit le résultat, eh bien pour une forme différentielle, il n'y a pas de possibilité de fermeture. Donc il nous faut maintenant calculer sur, donc ça c'était sur OC, maintenant sur CA. Eh bien M de T s'écrit, écoutez, vous êtes à x égale 1, et puis y varie de 0 à 1 grâce à ce paramètre t. Donc M' de t, vous n'êtes pas surpris que c'est 0, 1. Le vecteur tangent, c'est le vecteur de base verticale. Tout va bien. Et donc, on peut écrire tout de suite que l'intégrale sur CA de oméga, c'est l'intégrale sur 0, 1. Alors, de x fois y, écrivons-le, x fois y, fois la première composante du vecteur tangent, fois 0, plus y moins x. Hein, j'ai encore ici la forme différentielle. Y, qui vaut t, moins x, fois la valeur de la composante numéro 2 du vecteur tangent, fois 1. Tout ça fois dt. Alors là, ça fait 0 ici. Donc vous avez t moins 1. Donc vous pouvez écrire que c'est t moins 1 au carré sur 2 comme primitive à prendre entre 0 et 1. Hein. Je prends une primitive bloc. La primitive de t moins 1 et t moins 1 au carré. L'avantage, c'est quand t vaut 1, vous voyez, poubelle. Et donc ça me donne moins la valeur en 0, c'est-à-dire 1,5. Voilà. Donc en fait, l'intégrale sur, je vais l'écrire ici, l'intégrale qui vaut somme sur C3 de oméga vaut maintenant moins 1,5. Donc là, une forme différentielle ne peut pas être exacte et donc elle n'est pas fermée. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors, ça implique que oméga n'est pas fermé. Parce que pas exact. Et donc, si je calcule dp sur dy, dp sur dy, ça fait x. Et si je calcule dq sur dx, dq sur dx, moins 1. C'est bien différent de dp sur dy. Ça veut bien dire que d oméga est différent de 0. Ça veut bien, c'est complètement équivalent à ce que oméga n'est pas exact. N'est pas exact. Mais ça, on le savait déjà, parce que si la forme était exacte, l'intégrale curviligne de cette forme, de cette une forme différentielle, ne dépendrait pas du chemin suivi. Or, vous voyez, pour aller d'un même point vers un autre même point, le point O et le point A, or vous avez vu que 3 calculs donnent 3 résultats différents. La cause est entendue. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous avons terminé le chapitre sur les intégrales curvilignes. La prochaine fois, nous démarrons les intégrales doubles avec le fameux théorème de Fubini. Je n'en dis pas plus là-dessus. Partagez ces vidéos, informez votre entourage, surtout pour le monde étudiant, de l'existence de notre chaîne où nous essayons, vous voyez, autant que faire se peut, de vous permettre, malgré les temps qui courent, de disposer d'un outil qui vous accompagne parallèlement à ce qui existe dans vos universités respectives. À très bientôt, protégez-vous, au revoir.